Une création. Blast! Seul comme toi, un podcast de Loulou Robert, réalisé par Vincent Deck. On est tous seuls, à un endroit, sous notre peau, dans notre lit, dans le froid, dans nos oui quand on nous demande si ça va, dans notre tête, dans la foule. L'idée de ce podcast est de donner du sens à nos solitudes, ou du moins les faire entendre. L'idée, c'est d'être seuls ensemble. Moi, depuis le Bataclan, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de manières qui font qu'il n'y a pas qu'une solitude. Il y en a une multitude. Épisode 7, Sandrine, prisonnière du Bataclan. J'étais au Bataclan le 13 novembre 2015. Et depuis, c'est vrai que la solitude est devenue ma partenaire de vie quand même pour beaucoup. Sandrine a 50 ans. Elle n'a pas d'enfant, pas d'amoureux. Elle a des tatouages, un chat, des piercings. Elle me reçoit dans son studio de Vincennes. Ce n'est plus vraiment chez elle. Elle vit désormais en Seine-et-Marne, dans la maison de sa mère, au dernier étage. Elle avait besoin de s'éloigner de Paris. Elle sort très peu de chez elle. Évite toute interaction avec l'extérieur, les émotions, le danger. Elle s'enferme dans la solitude, avec son traumatisme et sa mère au rez-de-chaussée, là où elle ne risque rien. Depuis 9 ans, Sandrine n'avance plus. C'est comme si elle avait toujours 42 ans. Sandrine est restée au Bataclan. Elle n'arrive pas à en sortir. Je la regarde, elle parle beaucoup, ne laisse aucun silence, le vide l'angoisse. Elle agite ses doigts sur ses cuisses. Dehors, le soleil brille, les oiseaux chantent, le printemps arrive. Je m'apprête à plonger avec Sandrine dans la nuit. C'est venu de manière insidieuse et sans que je m'en rende compte. Et du coup, la solitude devient, je sais pas, comme un sachet de thé qui va infuser de manière très douce au début. Et puis, si on le laisse s'installer, ça va virer à une concentration très très forte. Je suis en train de subir cette solitude que je pensais m'être choisie par instinct de survie, surtout. C'est-à-dire, il faut que je m'isole et il faut que je me retrouve avec moi-même, il faut que je me retrouve face à moi-même, face à ce qui m'est arrivé. Et du coup, on se retrouve très seul, d'abord par envie. Moi, j'ai vraiment eu envie et besoin d'être toute seule. Et aujourd'hui, je sens que c'est plus du tout ça. C'est devenu quelque chose de très très dur et très difficile à en sortir. C'est-à-dire qu'on est dans un confort de solitude aussi. Il n'y a personne pour vous dire quoi faire, il n'y a pas d'attente à avoir ou à se comporter d'une certaine manière. En fait, on perd une espèce de savoir-vivre avec les autres, de par la solitude dans laquelle on vit. Et même si l'envie de changer ses habitudes est là aujourd'hui, c'est devenu extrêmement difficile pour moi. J'ai beaucoup de mal de sortir de cette zone de confort. Et du coup, cette solitude qui a été nécessaire, qui a été vraiment utile, qui a été importante et qui a été une phase par laquelle je devais absolument passer, aujourd'hui, c'est dur de s'en extraire. Comme si j'étais en fait mon corps entier, mon esprit entier était englué dans une espèce de goudron et que j'essaye de me coller au mur et que j'essaye de m'en décoller. Le trauma qu'a créé le Bataclan, c'est ça, c'est qu'on est devenus des personnes, enfin, je parlais uniquement pour moi, ça me demande un effort surhumain de devoir faire des choses basiques. Par exemple, devoir me lever le matin. Je suis incapable de me lever le matin. J'ai pas de but. Donc, je suis enfermée dans cette solitude du quotidien aussi. C'est qu'est-ce que je vais faire de ma journée ? Vu que je travaille plus, qu'est-ce que je vais faire de ma journée ? Me lever ? Du coup, en fait, ça sert à rien parce que j'ai rien à faire de la journée, donc autant que je reste couchée. Puis il y a aussi la solitude qui est liée à la nuit. Par exemple, moi, je suis devenue insomniaque.
Il y a aussi, je pense que c'est valable pour beaucoup de monde, cette culpabilité d'être en vie. Et s'isoler dans la solitude, c'est aussi une forme de se punir d'avoir survécu par rapport à d'autres qui sont plus là. Et je me dis, il y en avait tellement d'autres qui étaient dans cette salle de concert ou aux terrasses ou ailleurs. Et je me suis dit, eux, ils auraient mérité d'être en vie plus que moi. Et je pense qu'il y a une forme de ma part, il y a une forme de... Je me punis. Je me punis et c'est là où ça devient compliqué. Et c'est toujours autant lié à la solitude, c'est que quand on s'est isolé autant, on se sent tellement seul qu'on ne sait pas par où commencer. C'est un peu comme quelqu'un qui a vécu dans une caverne très très longtemps en fait, et qui va essayer de retourner à l'extérieur, mais voilà, 5 minutes par jour, parce que 10 minutes ou 1 heure ou une demi-journée, c'est beaucoup trop. Et les journées sont très linéaires. Il n'y a plus cette espèce de pic d'activité mentale ou émotionnelle. Tout est très très linéaire. Et du coup, c'est un peu comme un encéphalogramme plat en fait. Ces dernières années, c'était vraiment la recherche justement de quelque chose de plat, qui ne me fasse pas trop ressentir de choses, parce que ressentir, c'était devenu trop difficile, trop dur. Trop d'émotions, quelles que soient les émotions en plus que je pouvais ressentir, l'état d'esprit dans lequel je pouvais être était devenu tellement lié au 13 novembre que forcément il y avait toujours quelque chose de traumatique, d'éprouvant, de souffrance, et que du coup j'ai eu ce besoin de rechercher quelque chose d'hyper plat. J'écoute Sandrine me raconter son Bataclan. Je pense à mon mari, Erwan. Ce soir-là, je n'étais pas au Bataclan, mais lui y était. Ce soir-là, il n'était pas mon mari, je ne le connaissais pas. Je l'ai rencontré en août 2016. On était assis côte à côte à mon premier salon littéraire. En se levant de sa chaise, il avait surjoué un cri, en me disant qu'il avait été blessé au Bataclan. Je l'avais pas pris au sérieux. J'avais trouvé sa blague de mauvais goût. Le lendemain soir, je l'ai vu nu pour la première fois. J'ai découvert 2 cicatrices. Celle de l'entrée de la balle, sur la fesse droite. Celle de la sortie, sur la fesse gauche. Je n'ai pas eu peur de les regarder, de les caresser, de les embrasser. Pendant longtemps, Erwan a fait de l'humour sur le Bataclan. C'était sa manière de se protéger, d'évacuer. Erwan est un homme joyeux. Il chante et danse sur chaque aponque le matin. Il rit la bouche ouverte. Quand je vais mal, il trouve toujours le moyen de me faire sourire. Ça, c'est Erwan. Le Bataclan ne lui a pas enlevé ça. À chaque fois que je regarde mon mari nu, je l'imagine dans cette salle, recroquevillé, à se vider de son sang. Ça me terrifie. Erwan a failli mourir. Il a failli être paralysé. Nous n'aurions pu ne jamais nous connaître. Ça tient un peu de choses. Pour Erwan, quelques millimètres. Pour Sandrine, c'est autre chose. Ça ne se compte pas en millimètres. Une partie d'elle est morte ce soir-là. Ou plutôt, une partie d'elle avait trop peur de vivre l'après. Et qu'est-ce que tes journées, c'est quoi en fait du matin au soir, une journée type de toi depuis 9 ans? Pour les pires journées, je vais passer les heures où je suis éveillée, parce que j'appelle même pas ça une journée constructive, mais c'est les heures où je suis éveillée, je vais passer la majorité de mon temps sur mon portable en fait. Je vais être sur mon portable à regarder les réseaux sociaux. Alors au départ, je regardais énormément les informations, je suivais énormément les informations. J'essaye pas forcément de suivre tout ce qui se passe, parce que c'est beaucoup trop anxiogène. Par exemple, pour donner un exemple qui m'a choquée ces dernières semaines, il y a eu un attentat à Moscou. Et je suis tombée sur la une de Libé. Et j'ai vu des images, pareil, passer sur Twitter, ex-Twitter, des gens qui sortaient de la salle de concert. Moi, ça m'a replongé directement dans le 13 novembre, en fait. Les gens que je vois sortir avec des couvertures de survie dorées, en stress, en panique, moi, ça m'a replongé directement dans ce que j'ai vécu. Et la une de Libé, c'était une image des terroristes avec
je pense que c'était aussi des Kalachnikov, et puis ces éclairs de lumière quand ils tirent, que c'est un souvenir que j'ai du Bataclan en fait. Et ça, par exemple, voilà, c'est ce que je veux absolument éviter. Parce que ça réactive, comme me disent mes thérapeutes, ça réactive de manière inutile le trauma du 13. C'est-à-dire que plus on s'y expose, plus on va réactiver un trauma plutôt que le laisser s'installer dans une zone de sa tête où il ne sera pas tout le temps réactivé. Et moi, au départ, je pensais que j'avais besoin de réactiver énormément les choses pour les digérer. Et peut-être qu'au départ, on en a besoin, mais avec le temps, si on le fait, on fait juste que réactiver le trauma de manière inutile. Et clairement, voilà, moi, ça, voir des images vidéo des gens qui sortent de la salle de concert, plus cette photo en une de Libé, ça m'a réactivé le trauma. Je me suis renfermée de nouveau. Mes insomnies étaient un peu passées. Et je suis de nouveau éveillée jusqu'à 8-9 heures du matin, comme le soir du 13, en fait. Je suis restée réveillée jusqu'à 7-8 heures du matin. J'ai dormi 1 heure ce jour-là, cette nuit-là. Et en fait, depuis, je répète le même schéma. Comme si je revivais constamment ce 13 novembre jusqu'à l'attaque, la sortie de la salle, l'arrivée à l'hôpital, la prise en charge, le fait de me retrouver seule dans la chambre d'hôpital et ce moment où je suis avec mon portable en fait dans la chambre d'hôpital et que j'essaye de prévenir tout le monde comme ça. Un tel a été blessé mais elle était consciente, telle personne elle est blessée mais elle va bien. Enfin voilà, j'ai fait ça jusqu'à 7-8 heures du matin et après je me suis effondrée pendant 1 heure, j'ai dormi 1 heure. Et je sais que ça m'arrive souvent, si je m'endors avant, de me réveiller à 7h30, tous les jours. L'heure à laquelle j'ai arrêté de donner des nouvelles aux gens et que j'ai ressenti une solitude intense dans cette chambre d'hôpital. C'est l'impression d'être passé sous un rouleau compresseur, physiquement, mentalement, émotionnellement, c'est ça. Et en fait, tu veux retrouver la personne que tu étais la veille, celle qui n'a pas vécu ça. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça. Je ne suis pas là, je dors beaucoup la journée et je ne dors pas la nuit. Je ne dors pas la nuit parce que je suis en veille et je m'en suis rendu compte. C'est un truc que j'ai mis très très longtemps à formuler en séance psy. J'ai dit à ma psy, en fait, je me suis rendu compte que je veille comme un soldat. C'est-à-dire que je veille pendant que les gens dorment pour être sûr que rien ne va leur arriver et je ne m'autorise à m'endormir que quand les gens, eux, se réveillent et prennent le relais de la journée. C'est-à-dire que maintenant, c'est à eux de veiller sur moi. Je vais pouvoir dormir un peu. Et en fait, j'ai vécu pendant des années comme ça, après le Bataclan. Je pense que c'est un besoin de m'effacer du quotidien. Comme je disais tout à l'heure, je ne m'autorise pas à être en vie. C'est aussi une manière de revivre à l'infini la journée d'avant et d'après. Je pense qu'il y a un mélange des deux. C'est-à-dire que je me repasse chaque jour le film. Peut-être d'une manière complètement inconsciente de me dire je vais réécrire la journée pour pas que ça arrive. Et c'est aussi une manière d'avoir le sentiment illusoire d'éviter le trauma. Alors qu'en fait... c'est tout l'inverse. Mais après, voilà, ça, c'est encore un énorme problème que je dois résoudre, les insomnies, parce que je pense que c'est tellement lié à l'épicentre même, à la zone même de l'heure, en fait, de l'attentat et de l'après-attentat, que du coup, ça reste encore aujourd'hui un problème majeur pour moi à régler et me permettre de retrouver peut-être un quotidien qui sera plus la norme qu'on peut connaître dans notre société. Sandrine vit depuis 9 ans au rythme du Bataclan. Elle revit la même journée, en boucle. C'est l'enfer. Sans couleur, sans émotion, sans repos. Une nuit sans fin. Ses seules respirations sont les moments avec son chat et ses séances avec sa psy. Elle lui parle toutes les semaines au téléphone. Avant, elle se déplaçait à Paris. Aujourd'hui, elle n'y arrive plus. Elle a recommencé depuis peu les séances de MDR. Une psychothérapie par mouvement oculaire qui cible les mémoires traumatiques des individus.
Sandrine est extrêmement lucide. Son traumatisme, elle le connaît par cœur. 9 années à le questionner, à tenter de le comprendre, d'en guérir. Seule, dans son appartement, avec son chat qui ronronne sur le canapé. Le sentiment de m'éteindre, en fait, petit à petit. J'ai l'impression de m'éteindre petit à petit. C'est comme un cancer, c'est devenu comme un cancer qui est en train de me bouffer petit à petit et qui va m'amener vers l'inévitable que tout le monde connaîtra un jour ou un autre, hein, mais qui va m'amener plus rapidement vers la mort, tout simplement. Petit à petit, je suis en train de me rendre compte que de m'isoler autant m'emmène vers cette mort que j'essaye absolument d'éviter. Et c'est quelque chose que j'avais pas percuté toutes ces années. Et qui, petit à petit, est en train de se réveiller aujourd'hui et qui me fait comprendre que l'évitement et la solitude que je me suis imposée, c'est perdre l'expérience d'être en vie, tout simplement, en fait. C'est très marrant parce que pourtant, je l'ai souvent dit en thérapie, le sentiment d'être morte vivante. Et c'est un peu ça aussi. Et je pense que c'était toujours dans un souci de me punir, d'être en vie. Tout ce que je m'autorisais, c'est de m'imposer une solitude et un isolement, parce que un peu que voilà, je suis restée enfermée ces dernières années dans ma chambre, un peu comme on reste enfermé dans un cercueil, en fait, dans une boîte, dans le noir, puisque je restais éveillée la nuit. Et c'était un peu comme être enfermé dans un cercueil. Et c'est très particulier de commencer à sortir, comme je disais tout à l'heure, là, ce côté collé au mur dans du goudron, là, de commencer petit à petit à se détacher de ce mur de goudron noir, en plus, voilà, de noirceur. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai depuis que j'ai recommencé les séances de MDR, qui sont une thérapie vraiment efficace quand on a subi des traumas comme un attentat, comme ce genre de choses. Le MDR est vraiment une thérapie hyper efficace si on y est réceptif. Et moi, quand je l'avais fait avant le confinement, je pense que c'était trop tôt. Je l'ai faite à une période où c'était beaucoup trop tôt, dans le sens où le trauma, il met du temps à s'installer. Il s'insinue dans votre tête, un peu comme des grains de sable. Voilà, c'est comme si notre cerveau il est fait de gros galets. Et en fait, le trauma, c'est les grains de sable qu'on va rajouter, qui va s'immiscer dans toutes les zones vides de son cerveau. Et que c'est seulement aujourd'hui que j'arrive à prendre du recul, en fait, par rapport à ce que j'ai vécu. Et ça prend énormément de temps. C'est un process, je pense, normal de digestion du trauma. Et du coup, pour rejoindre le terme de la solitude, en fait, le trauma, c'est quand même quelque chose qui nous met face à nous-mêmes et qui, de toute façon, nous isolera du reste du monde. Pas forcément des autres victimes, parce qu'elles comprendront ce qu'on a vécu de manière instinctive. Moi, j'ai participé au procès des attentats du 13 novembre, dans cette salle d'audience avec les autres victimes. Et c'était, voilà, il n'y a pas besoin de se parler entre victimes. Si on se regarde, c'est, ouais, je sais ce que tu ressens, je sais comment tu vis, je sais je sais. Et il y avait cette ambiance particulière dans cette salle d'audience, d'être au milieu des autres victimes et d'être au milieu de personnes qui comprennent profondément ce qu'on a pu vivre, ou ce qu'on vit encore, ou ce qu'on a vécu à ce moment-là, que j'ai pas retrouvé avant, que j'ai pas retrouvé après. Et j'ai eu vraiment une baisse de morale après ça, pendant pas mal de temps, parce que j'ai perdu... T'es à nouveau seule. J'étais de nouveau extrêmement seule et isolée. Et je sais que il y a des victimes qui ont essayé de garder du lien. Je sais que, par exemple, tous les premiers jeudis du mois, on se retrouve dans un bar pour essayer de retrouver cette énergie du procès. Toi, non, J'y suis pas retournée. Ouais. J'ai pas osé y retourner. J'ose pas.
Erwan, mon mari, m'avait montré une photo de la salle pleine avant l'attaque. Je l'avais reconnu au fond. Sa silhouette élancée, ses cheveux longs, ébouriffés. Ça m'avait fait bizarre. À cet instant, celui de la prise de la photo, il ne se doutait de rien. Il était à un concert, buvait une bière, c'était bien. Sandrine est sûrement sur cette photo. J'ai souvent imaginé ce qu'aurait pu être ma vie si moi aussi j'avais été dans cette salle de concert. Ce que ça fait l'horreur, de sentir la mort dans sa bouche. Puis je regarde Erwan, sourire, danser, et j'arrête. Toi, tu repenses à ce qui s'est passé dans la salle? Ou t'as des images quand t'es seule? Au départ, oui. J'avais des images qui étaient tout le temps là. C'est-à-dire que je peux fixer quelque chose et en fait, c'est l'image de ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu à l'intérieur. Pour donner moi ce qui s'est passé concrètement, moi je suis sortie avant la première explosion du terroriste sur la scène. Et en fait, quand les terroristes sont rentrés dans la salle, mon cerveau il s'est éteint, j'ai fait un blackout. Donc j'ai quasiment aucun souvenir de ce qui s'est passé pendant les 10-12 minutes où j'étais dans la salle. Par contre, je me souviens du moment où les terroristes sont rentrés. J'ai les images d'après la sortie de la salle, quand tout le monde court, moi compris. Et après, à l'intérieur, j'ai quelques flashs. Mais moi, j'ai pas de souvenir d'avoir vu des gens décédés. J'ai pas de souvenir du sang. J'ai pas souvenir de... Alors que quand je suis sortie, mon pantalon était couvert de sang. Mais j'en ai aucun souvenir. Puisque j'ai rampé, en fait, pour sortir. J'ai souvenir de... L'un des souvenirs que j'ai à l'intérieur de la salle, c'est d'avoir trébuché, d'être tombée, d'avoir eu des gens qui sont tombés sur moi et qui m'ont piétiné. Ça, je m'en souviens. Et c'est des images avec le temps auxquelles j'ai encore accès. Et ça s'estompe petit à petit. Et après, comment ça se passe ? Je sais que, par exemple, les feux d'artifice, avant ça, moi, j'aimais bien. Aujourd'hui, c'est devenu insupportable. C'est pas que j'ai peur, mais mon corps, il est réactivé, en fait. C'est mon corps qui se réactive. C'est-à-dire qu'à chaque coup de pétard de l'artifice, je vais avoir une secousse. Mon corps, il fait ça. Systématiquement, voilà, mon corps, il se stresse, il se fige. C'est un réflexe mécanique du corps. Dans les transports en commun, je suis tout le temps en hypervigilance. Dans les lieux publics, je suis toujours en hypervigilance. Ça fait partie entière de soi. Les sirènes, je supporte plus les sirènes. J'ai mon dos qui se contracte et je suis complètement figée aussi parce que ça me ramène forcément au soir du 13 novembre. Et c'est ça, en fait, le trauma. C'est comme ça qu'on vit avec au quotidien. C'est un boulet qu'on nous a mis autour de la cheville. Et certains jours, il est tout petit. Et puis, certains jours, il va être même plus grand que nous, en fait. Il va peser 300 kilos et que du coup, pour bouger au quotidien, ça va être impossible, en fait. Donc, c'est comme ça qu'on le vit. Et il restera toujours un fond qui restera là. Tout le temps. Tout le temps. J'aimerais dire à Sandrine que ça va aller, qu'il suffit d'ouvrir grand les fenêtres, de sentir le soleil sur sa peau. Mais je sais que c'est faux. Il faudra du temps, encore du temps. Elle ne retrouvera jamais sa vie d'avant. Sandrine ressent depuis peu le besoin de sortir de sa bulle, de revoir des amis. Elle suit cette semaine une formation artistique, juste pour elle. Elle entrevoit un peu de lumière. Il lui reste encore du chemin, pour arriver jusqu'aux portes du Bataclan, trouver la force de les pousser, d'en sortir. Mon avenir ? Très franchement, à l'heure actuelle, je pense pas au futur. J'essaye de pas penser au futur. J'essaie de mettre un pas encore après l'autre, un jour après l'autre. Si déjà je pouvais retrouver une activité quelconque, bénévole ou quoi, qui pourrait anesthésier mes angoisses, ça pour moi ce serait déjà une victoire cette année. Et je pense que si je devais essayer de penser à quelque chose, c'est de choisir maintenant plutôt que de subir ce que j'ai vécu. Et du coup de
de choisir vraiment ces moments où j'ai besoin d'être toute seule ou ces moments où j'ai besoin de me retrouver avec les gens, plutôt que de me dire là j'en peux plus, il faut que je sorte et que je vois du monde, ou il faut que je rentre chez moi parce que là c'est devenu insupportable, le bruit, les gens, je suis trop en tension. C'est de retrouver un rythme plus naturel et plus serein, tout simplement. Je quitte Sandrine confuse, des fantômes sur mes épaules. La porte se referme, je dévale l'escalier. Dehors, le soleil s'apprête à se coucher. J'appelle mon mari. Allô mon cœur ? Les fantômes s'envolent vers le crépuscule. Je réalise être en vie, et l'espace de quelques secondes, je trouve ça incroyable. Un grand merci à Sandrine pour sa confiance. Seul comme toi, un podcast de Loulou Robert, réalisé par Vincent Deck. Et si vous avez aimé ce podcast, que vous pouvez écouter et télécharger sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple et Google Podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous rendre sur le site de Blast. Vous pourrez vous abonner si vous voulez que l'expérience sonore et éditoriale continue. Une création Blast!